Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme tous les mercredis, espace 20h30, 22h, notamment dans Regard sur les communes. Regard sur les communes pour ce soir encore une thématique forcément pour vous permettre tout au moins de maîtriser les méandres de la décentralisation. En tout cas, nous y sommes dans cette lancée depuis fort longtemps. La thématique de ce soir, c'est bel et bien Cameroun, décentralisation à pas de tortue, que de goulot d'étranglement ou l'inaptitude de ses acteurs. C'est un point d'interrogation, en tout cas. Les panélistes ici présents nous diront si oui ou non, ou alors les deux. Nous allons essayer de mener la réflexion. Permettez-moi d'ailleurs d'aller les présenter à nos téléspectateurs. C'est un panel un peu spécial ce soir. À mon extrême droite, le docteur Isaac Essamé est politologue, administrateur des collectivités territoriales décentralisées, enseignant des universités. Docteur, bonsoir et merci de nous avoir. Bonsoir Pépin, bonsoir à tous, merci de l'invitation. Le plaisir, le nôtre, que vous soyez avec nous ce soir, docteur, forcément pour la première dans le cadre de Regard sur les communes. Ça sera avec beaucoup de plaisir que nous allons faire ce programme. Alors, à mon extrême gauche, la dame, j'aurais dû commencer par la dame pour être un peu plus élégant. Mais là, ça m'a échappé un peu. J'espère qu'elle va m'excuser. C'est le professeur Jacqueline Koyok. Professeur Jacqueline Koyok est sociologue, professeur titulaire des universités. Elle est également enseignante. Professeur, bonsoir et merci de nous rejoindre. C'est ça, conseiller régional. Tout à fait. Ça, il fallait cette précision. Membre du conseil régional du Littoral. En tout cas, vous y tenez, hein, professeur. L'histoire les tiendra que vous avez été parmi. C'est ce que vous avez dit en m'invitant. L'histoire les tiendra que vous avez été parmi les sûr. premiers à faire partie de ce conseil régional. Vraiment. On a dans l'histoire. Alors, nous accueillons donc le maire de Bonaléa, Ernest Pokor, expert financier, maire de Bonaléa. Monsieur le maire, bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, j'ai une question fondamentale que j'aime souvent poser aux gens du RDPC, en fait, que j'ai envie de poser à certains maires qui sont en plus de là présents des sections. Je voudrais d'ailleurs le préciser. Vous êtes également président des sections, dont vous êtes un responsable à la base de votre parti. Très souvent, certains de vos camarades ont été contraints de faire un choix entre aller aux élections législatives ou aux élections municipales en tant que président des sections. Beaucoup ont choisi d'être maire. Paraît-il qu'il y a plus de bonheur à être maire qu'à être député. C'est un peu ça? Plus d'enthousiasme et plus de bonheur à être maire qu'à être député. Je dirais c'est un choix. C'est un choix pour tout militant et surtout pour tout politicien d'être proche des populations. Et pour être vraiment proche des populations, la mairie est tout indiquée parce qu'il faut au quotidien, n'est-ce pas, s'assurer de l'encadrement, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, il est tout à fait indiqué de se rapprocher de la mairie si on a pour ambition de travailler pour les populations. C'est vrai, être député également, c'est le député de la nation, donc également qui travaille pour les populations. Merci beaucoup, bravo, monsieur le maire. Nous attendons forcément le docteur Jacques Nundou. Nous attendons le docteur... on va dire Jean Nundou, juriste d'entreprise, expert judiciaire en management, expert en communication publique. Il va certainement nous rejoindre. Nous attendons également, certainement depuis Yaoundé, nous pouvons déjà l'avoir peut-être, en repérage. Joseph Maï, chercheur, directeur du bureau d'études pour le développement local et rural, but de l'or. Il va peut-être nous rejoindre depuis Skype à Yaoundé. Est-ce qu'il est déjà positionné? Bien, pas d'accord. Nous allons certainement y aller. Alors, permettez-moi maintenant, chers messieurs et dames, pour la toute première articulation, nous allons suivre avec beaucoup d'attention ce reportage qui fait un regard panoramique sur la décentralisation au Cameroun. Je vais vous permettre de suivre avec beaucoup de plaisir. Au Cameroun, les différents types de collectivités territoriales décentralisées sont désormais au complet. Les communes d'arrondissement, les communautés urbaines et les régions. Chacune apprécie l'effectivité de la décentralisation à sa manière. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie ce nouveau code sur la décentralisation. Mais seulement il y a des choses, il y a des attentes. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire de faire une réforme fiscale. Il y a également la relecture, ce n'est pas la relecture, les ajustements du code des marchés. Et
Je pense que si on le faisait en régie, à l'intérieur des communes, on encouragerait les procédures IMO, on permettrait de domestiquer aussi les ressources affectées dans les territoires. L'épineux problème de 15% est quelque chose d'important. Vous savez, ce ne sont pas les maires, ce ne sont pas les communes, ce ne sont pas les administrateurs. C'est le peuple camerounais qui a poussé la réflexion dans ce sens. L'Assemblée nationale a voté une loi. Le président de la République a légiféré la loi. Il est tout à fait important de mettre ça en place. Les régions, dernières nées des institutions de la décentralisation au Cameroun, attendent la production réglementaire et bien plus. Le transfert de compétences n'est pas encore effectif. Et on attend ça. On a tenu une réunion au Premier ministère pour parler de ça. Il y a 3 éléments, 4 éléments essentiels que nous attendons du gouvernement pour que les régions soient vraiment opérationnelles et autonomes. D'abord, l'organigramme. On nous a dit l'organigramme est à l'étude de toutes les régions. Nous attendons cet organigramme. Le transfert de compétences. Et on a dit qu'il y a 73 compétences à nous transférer. Troisièmement, la fonction publique locale est à l'étude. On nous a promis et jusqu'à présent nous attendons parce qu'il nous faut des techniciens pour travailler avec nous. On ne les a pas encore. Et enfin, la fiscalité locale. Il y a la fonction publique locale qui va prendre un temps. Nous proposons qu'on essaie de procéder à des affectations du personnel déconcentré de l'État à la disposition des territoires, de nos collectivités. On peut prendre tous ces qui traînent parfois à ne rien faire, on les affecte au service, ne serait-ce que la gestion peut être déjà au niveau départemental avant d'arriver au niveau communal, pour que ces services-là apportent un appui technique aux communes. L'État central, à travers la tutelle des collectivités territoriales décentralisées, a donc du pain sur la planche. Alors, docteur Isaac Essamer, on sait que le processus de décentralisation au Cameroun est pratiquement très ancien, même s'il s'est accéléré depuis 2018, on va le dire. Mais sauf qu'on a comme impression que autant de collectivités territoriales décentralisées sont, il faut le dire, encore loin de posséder les moyens financiers et même les moyens humains pour assumer leurs compétences. Qu'est-ce qui pose véritablement problème? Il faut dire que les faits parlent d'eux-mêmes, parce qu'en réalité, au Cameroun, la marche vers la décentralisation date de 1884. Donc, en réalité, ça fait 138 ans qu'on va vers la décentralisation. Les premières communes ou les premiers conseils municipaux ont été créés par les Allemands en 1884, je l'ai dit. Et les choses ont évolué. Vous avez fait bien d'indiquer cette accélération-là à partir de 2018. Mais il y a encore beaucoup de pesanteur parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est la décentralisation institutionnelle et normative. Autrement dit, la plupart des institutions dédiées à la décentralisation sont présentes, même si les régions ne fonctionnent pas encore totalement, n'ont pas encore la plénitude de leur fonctionnement. Bien sûr, le personnel politique est là. Il y a une partie du personnel administratif, mais la grande partie n'est pas encore là. Le reporter disait tout à l'heure qu'on attendait l'organigramme. Je crois que le chef de l'État, depuis l'année dernière, a pris un décret portant organigramme type, si vous voulez, de ces régions-là. Donc, c'est exactement au niveau de l'architecture administrative, quel est le personnel qu'on devrait retrouver. Il va falloir recruter ces personnels. On nous a dit, toujours dans le reportage, qu'il n'y a pas encore. Il va falloir courir au service déconcentré de l'État. Et là, je m'aurais dit qu'il y a un problème sérieux, parce que si on compte le nombre de maires que nous avons au Cameroun, vous prenez les 360 au niveau des communes, plus les 14 maires de la ville. Bon, je ne sais pas, depuis qu'on forme, par exemple, un personnel approprié pour les collectivités locales, on a eu le CFAM, aujourd'hui c'est la NASLA. Est-ce que les maires vont souvent chercher ceux qui sortent là pour être recrutés? Évidemment, il y en a
qui sont souvent pris. Dans quelles conditions, je ne sais pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas pris, qui sont au chômage. Donc ça pose un problème. Il y a un manque de cohérence au niveau de l'État qui forme un personnel pour accompagner les CTD. À la fin, il y en a qui se retrouvent au chômage. Et donc ça pose un problème de cohérence et même de sérieux dans le cadre de ce processus-là. Maintenant, vous allez voir d'autres éléments qui vont participer à un certain nombre de blocages. Vous avez rendu compte que la plupart des actions qui sont menées sont parfois initiées à partir de Yaoundé, ce qui pose un problème. Vous allez remarquer qu'on attend, par exemple, la formation des élus locaux dans le cadre de la stratégie nationale du développement, ce qui est un problème. Pourquoi? Parce que il faut bien distinguer l'État central des CTD. Donc l'État central a sa politique, une stratégie nationale de développement, c'est la stratégie de l'État. Or, en termes de stratégie dans les politiques publiques, ce sont les CTD qui développent leur stratégie, ce n'est pas l'État. L'État peut accompagner, mais l'État ne développe pas. Alors, quand on dit qu'il faut toute une formation pour amener les élus, je me demande bien, mais où est-ce que les élus locaux ont mis leurs outils de développement? Ce sont deux. Vous avez les plans locaux de développement qui doivent procéder des initiatives de ces CTD-là. Vous avez maintenant la stratégie de développement local qui est un outil fondamental en matière économique pour le développement de ces CTD. On ne voit pas. On constate plutôt que les acteurs locaux veulent encore suivre l'État, alors qu'en réalité, c'est le local qui doit appeler l'État. L'État ne doit plus appeler le local. Donc il y a un problème. Il y a un problème assez... Oui, vous avez l'unicité des caisses qui posent problème. Moi, j'ai dit qu'il faut vraiment arrêter cette histoire. Les CTD doivent percevoir directement ce qui leur est dû. Très bien. Alors, Ernest Pokon, vous êtes maire, un acteur au premier plan de cette décentralisation. Finalement, on va dire, qu'est-ce qui a changé finalement entre l'ancienne gouvernance et la nouvelle? Merci de cette question qui est pertinente. Je voudrais surprendre plus d'un pour dire qu'en réalité, à la suite du docteur, ce qu'il a dit, nous avons observé que depuis 1941, nous avons eu droit aux premières communes Douala-Yaoundé au Cameroun. Donc c'est pour dire que la décentralisation au Cameroun était déjà implémentée avant les indépendances. Tout à fait. Et jusqu'en 1972-74 même, il y a eu l'institution communale à travers un test de 1974 qui précisait également le rôle de chaque intervenant. Tout à fait. Nous sommes donc partis de ces 10 régions, 10 provinces, avec 339 communes à l'époque, et 11 communes à caractère spécial, 2 communautés urbaines en 87, pour tomber dans ce qu'on appellerait la révolution de la décentralisation. Nous sommes là en 2004, plus précisément par les tests du 22 septembre 2004, 0,17 sur la décentralisation, 0,18 sur les communes, 0,19 sur les régions. Alors, tout cet arsenal a été progressivement mis en place. Et je dois dire que la définition même de la décentralisation, comme nous l'avions lu par ceux qui ont écrit, le transfert progressif des compétences de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire les communes et les régions. C'est-à-dire les communes et les régions. Je suis donc d'avis pour savoir que quand vous demandez qu'est-ce qui a changé, je dois d'abord dire, le corpus juridique de l'ancienne époque à la nouvelle a véritablement changé. Il y a eu des lois qui ont été mises en place et un certain nombre de décrets d'application de ces lois. Et dès l'année 2010, des tests de transfert des compétences aux collectivités territoriales. Donc, dans le corpus juridique, beaucoup de choses ont changé. Alors, je ne vais pas rester dans la définition théorique de la décentralisation ou les effets tels que le docteur a bien voulu définir tout cela. Ça vient nourrir
nos capacités. Mais je vais tout simplement m'attarder sur l'homme de terrain, la pratique. Lorsqu'on jette un regard dans le code, qui est en réalité un instrument révolutionnaire, tout y est. On va parcourir légèrement certains articles, donc au niveau des ressources, où vous avez évoqué tout à l'heure que les maires se plaignent, c'est vrai, du transfert de compétences, les ressources ne suivent pas. Nous avons suivi le reportage tout à l'heure sur cette question de ressources. Le président de votre association a d'ailleurs intervenu là. Exactement, le président l'a dit tout à l'heure également. Mais prenons un peu de recul. La loi dit que les ressources à transférer ne doivent pas être inférieures à 15%. C'est ce que dit la loi. La loi également, il y a un article qui dit que, je crois l'article 11, que la collectivité peut disposer des ressources propres. Lorsque les transferts sont effectifs, on transfère également les ressources financières, matérielles et humaines. Tout à fait. Mais interrogeons-nous d'abord, au regard de la loi sur la fiscalité locale, pourquoi les collectivités ne peuvent pas développer des stratégies pour accroître leur assiette de ressources qui sont propres? Il y a suffisamment, elles ont suffisamment du pouvoir de le faire. Elles ont suffisamment du pouvoir de le faire. Est-ce que les tests nous donnent la latitude? Je viendrai tout à l'heure à la question qu'a évoquée mon cher docteur Isaac Essamé. Docteur Isaac, sur, n'est-ce pas, la problématique de ces ressources, ou même du compte unique qui est à court. Pour dire que les collectivités peuvent, au regard de cette loi, capter un certain nombre de ressources qui leur sont propres, de manière à remplir le critère de l'autonomie administrative et financière qui est énoncé dans les premiers articles du Code. Tout à fait. Comment développer donc ces ressources propres? C'est la question. La fiscalité locale a prévu un certain nombre de dispositions qui peuvent donc permettre à la collectivité d'engranger quelques ressources pour accomplir, n'est-ce pas, son développement social. Ça veut dire que les collectivités ne devraient pas être dans l'inertie totale. Elles peuvent aller chercher ces ressources en attendant voir si l'État va transférer effectivement ces 15%, parce qu'on est à 7% jusqu'à maintenant. Oui, effectivement, les collectivités ne devraient pas seulement croiser les bras pour attendre les impôts soumis à péréquation, le CAC, pour attendre la dotation générale de la décentralisation, pour attendre qu'on répartisse les 15% de l'État, des ressources de l'État à toutes les collectivités. En tant que maire, j'ai toujours une position différente. Pourquoi? Parce que tant citoyen camerounais, d'abord, l'État central est, pour schématiser, le papa de tout le monde. Nous sommes en proie à des crises sécuritaires à gauche, crise sociale à droite, revendication de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest de l'autre côté. Il revient à l'État central, au regard des ressources qu'il a pu collecter, d'affecter à chacun des pans des enfants un peu de ressources pour permettre de maintenir l'unité nationale. C'est ce qui est fait à travers les CAC, je crois. Du territoire. C'est ce qui est fait à travers les CAC. Donc, nous, dans les CAC, nous ne sommes pas l'enfant privilégié du papa qui est l'État. Tout à fait. Et chaque fois que l'État a à nous donner quelque chose, nous recevons. Très bien. Donc, nous ne pouvons pas croiser les bras, attendre tout l'État. Nous devions développer des stratégies pour accroître plutôt nos ressources propres et nous rendre autonomes. Très bien. On va revenir sur votre expérience. Peut-être que vous allez partager cette expérience avec vos collègues maires qui vous suivent en ce moment. Professeur Jacqueline Koyok, je vous suis en ce moment. On parle de cette décentralisation très ancienne, mais dont on a comme impression que quelques goulots d'étranglement ne permettent pas effectivement l'avancée de cette source-là. Chez vous, où est le problème? Bon, je veux d'abord dire que la décentralisation, d'après moi, ça rentre dans un modèle de gestion de la cité. Parce que depuis plusieurs décennies, le Cameroun avait opté pour le service concentré. Et avec
sur le terrain des services déconcentrés représentés par les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Mais de plus en plus, on regarde une inégalité et une inéquité au niveau des différentes zones. Vous vous rappelez, dès la session du président Ahidjo au pouvoir, il avait demandé à un gouverneur marchand en français, il lui dit « Qu'est-ce que vous me suggérez dans un État comme celui de Cameroun? Je dois me mettre à pacifier parce qu'il y avait les mouvements des nationalistes ou alors je dois me lancer à la construction de son développement. » Alors il avait dit au président Ahidjo, même après 100 ans, un Camerounais va d'abord se sentir Bamileke, Betty, Bassa et autres avant de se sentir Camerounais. Donc, il avait, lui, analysé le niveau de dispersion et de division des pays africains. Et le Cameroun est parmi les pays les plus divisés. Et aujourd'hui, on n'allait pas dédouaner quand même le lacisme de l'État en disant que le Cameroun est parmi les pays les plus difficiles. On sait quand même qu'il y a cette volonté politique, mais qui malheureusement n'est pas encore implémentée telle qu'il faut. Bon, M. Raoul, je peux vous dire, même si verbalement les gens disent nous sommes unis, mais les Camerounais se sentent d'abord chez eux avant d'être Camerounais. Le gouverneur Marchand, quand il le disait, il avait analysé, étudié un peu les systèmes traditionnels camerounais. Les Camerounais sont trop attachés à la tradition, à leurs coutumes et à leurs mœurs. Et je dis que c'est une très bonne chose. C'est cela qui nous permet aujourd'hui de rester encore un peu en cohésion. Parce que sinon, le Cameroun peut facilement éclater. Et moi, je me dis, je comprends la lenteur du chef de l'État, parce qu'il faut aller lentement, mais sûrement. Parce que si on précipite... Vous estimez que le rythme actuel est un rythme normal, il est beau? Je pense. Il faut fonctionner avec tel que c'est là. Oui. On cesse de se plaindre, on attend comment les choses vont avancer. Après, il y aura la maturation de cette décentralisation pour que les gens comprennent que même si on peut obtenir l'autonomie financière et puis l'autonomie d'action, mais il y a quand même au-dessus un État qui supervise tout. Parce que sinon, nous allons nous retrouver avec un État émietté. Parce que si on laisse les régions devenir autonomes, moi je vous dis, vous avez peur de ces gens qui ont... Vous allez voir, les gens que nous voyons partout ici, ils vont se rabattre. Ils vont se rabattre chez eux. Et là, c'est les plus actifs qui vont... moi, j'ai mené des études sur les potentialités des différentes régions du Cameroun. Chaque région a ses potentialités. Et on ne peut pas laisser les régions jouer de leurs potentialités. Mais il faut un mécanisme de supervision qui permet de permettre à tous les Camerounais de bénéficier des ressources nationales. Tout à fait. Quel que soit le lieu. Je vous reviens, professeur. Alors, j'ai vu tout à l'heure en repérage le Joseph Maï. J'espère qu'il y est encore. Monsieur Maï, bonsoir. Si vous êtes encore avec nous. Alors, on me signale qu'il est parti. Alors, nous allons donc accueillir le docteur Jean Nounou. Docteur Jean Nounou nous a rejoint sur ce plateau. Docteur Jean Nounou, expert en communication publique, il faut dire docteur Jean Nounou, et également expert judiciaire. Il est avec nous. Le docteur, bonsoir et merci de nous avoir rejoint sur ce plateau. Oui, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Dash TV. Bonsoir aux panélistes, aux copanélistes et surtout bonsoir à la vaillante équipe technique, n'est-ce pas, qui s'attelle à la belle restitution de cette émission.
Je vous accueille avec cette question fondamentale. Elle me semble très intéressante pour vous. Il n'y a que les maires, en fait, il n'y a que les maires à travers leur association, Communes et Villes du Cameroun, Communes et Villes Unies du Cameroun, décrit les résistances qu'il y a au niveau de l'administration centrale, notamment dans le processus de décentralisation, c'est-à-dire dans la... Pourtant, bel et bien inscrit dans la Constitution de 1996. Et là, nous avons un son dissonant qui vient du professeur Jacqueline Koyop. On vient de comprendre, docteur. Non, je suis un peu embêté parce que nous attaquons là vraiment les problèmes de fond, n'est-ce pas, de nos institutions, de notre pays, de notre vivre ensemble. Et je pense qu'il est parfois honteux, n'est-ce pas, de se voiler la face. Ça veut dire que nous avons à faire face ici à un échec cuisant. L'échec de la décentralisation peut plutôt entraîner l'implosion dans ce pays. Pourquoi? Parce que vous voyez, Madame a bien fait de dire tout à l'heure que nous sommes très attachés à nos terroirs, à notre environnement immédiat. Et en démultipliant, en possédant la décentralisation, on démultiplie les problèmes. Il y a une gestion de proximité. Je vais donner quelques exemples rapidement. Regardons le problème, par exemple, d'ailleurs, on est en train d'aller vers un choc difficile. Vous avez suivi les injonctions des institutions financières internationales du FMI qui demandent au Cameroun de lever vraiment le pied sur les subventions de carburant. Et on sait qu'en 2008, c'est l'augmentation du prix du carburant qui a failli mettre ce pays à feu à sang. Ce que personne ne souhaite. Supposons donc maintenant que, regardons un peu notre univers, n'est-ce pas? Chaque région, comme Madame l'a si bien relevé, a son potentiel, a également ses atouts. Mais maintenant, en centralisant tout au niveau central, on assiste à une négation même de l'État. Je veux parler des malversations qui sont érigées aujourd'hui en règle. Chaque jour, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne parle d'un scandale financier dans ce pays. Et ça, c'est vraiment l'échec même de l'État centralisé, du présidentialisme fort que nous avons dans ce pays. Je pense qu'une gestion de proximité eût permis, n'est-ce pas, aux parties prenantes, notamment les populations, de se sentir proches de leurs gouvernants, proches de leur exécutif, et partant, auraient un œil, n'est-ce pas, plus proche de ce qui se passe. J'ai suivi il y a quelques années, j'étais à Kribi, n'est-ce pas, dans une inspection du travail pour une conciliation. Nous sommes là vers 8h30. À un moment donné, on vient nous dire sortez, sortez. Et parce qu'il y a une équipe qui va venir mettre de la chaux ou bien faire de la peinture. Et ben, le délégué est surpris, pose la question, mais c'est qui? Non, 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 ça vient de Yaoundé. On vient de Yaoundé, on a été à Bolova. Bon, rapidement, en quelques 30 minutes, on a badigeonné une coupe de chaux. Et quelques minutes après, il y a une équipe qui est venue pour réceptionner vraiment ce truc-là. Et tout on te but. Et quand vous regardez aujourd'hui, regardez les choses publiques. Je ne veux pas citer le cas de la SIC, qui est vraiment parmi les bâtiments les plus sales de la ville. Regardez un peu nos écoles publiques par rapport à nos écoles privées. Et vous voyez que l'État met énormément de moyens. Mais à cause de cette distanciation, n'est-ce pas, avec le terrain, les hauts fonctionnaires logés dans les ministères se comportent comme vraiment des gourous, des véritables loups, n'est-ce pas, dans ce pays. Et l'échec même de la décentralisation concrétise, n'est-ce pas, et concrétise même l'échec de l'État. Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde un peu partout dans le monde, les pays qui avancent le plus vite, ce sont les États fédéraux. Si on prend le cas du Nigeria, je parle ici d'État fédéral dans le cas de la décentralisation. Ce n'est pas forcément le fédéralisme. Si vous regardez l'Afrique du Sud, si vous regardez des pays comme la République fédérale d'Allemagne, vous regardez les États-Unis, vous regardez l'Union soviétique, tous ces grands pays sont des pays d'abord des communes, des cantons, des micro-États avant d'être vraiment le truc de l'État fédéral. Donc l'État fédéral est vraiment dans notre cas. Regardez, M. Raoul, on a parlé du cas de Covid, on est en train de parler de Glencore, on a parlé de la Cannes, on parle des routes. Vous voyez un peu partout, je dis, chaque jour a son lot de scandales dans ce pays. Il n'y a pas 2 semaines. Bon, ça ne dédouane pas la gestion également décentralisée, parce qu'on a parlé aussi du cas de Smith. Mais quand le problème se passe dans la proximité, il y a un intérêt immédiat et les populations sont vraiment plus alertes. Les dirigeants aussi, l'exécutif, fait attention parce qu'on ne va pas venir vous dire que telle école qu'on a construite à Sousa a coûté 100 millions. Alors que les populations savent qu'il y a une maison que j'ai construite il n'y a pas 3 ans, l'équivalent de 10 de ces écoles-là. Très bien, docteur Ndoundou. Donc pour moi, c'est vraiment la décentralisation, c'est un échec. On parle en fait
de cette loi de 2019, mais c'est en fait 1996. Et même, il faut partir en 1990. Parce que c'est en 1990 que la décision a été vraiment arrêtée. Très bien. Alors, nous avons un acteur de la décentralisation avec nous. Ah, peut-être avant de revenir sur vous, docteur Isaac Samé, permettez que je rentre vers le maire. Il est un acteur de la décentralisation, il est au pied des populations. Chaque jour, il est en contact avec ces populations. Il peut nous dire quels sont véritablement les couloirs dans lesquels peut-être l'État central devait maintenant travailler avec les collectivités territoriales décentralisées pour qu'au moins la chose avance davantage pour le maire. On ne va pas dire que tout baigne dans de l'huile quand même. Oui, je voudrais peut-être, avant d'apporter quelques éléments d'appréciation, dire, lorsque tout à l'heure j'ai schématisé l'État avec tous les problèmes au niveau de notre pays, je voulais montrer qu'en réalité, nous avons 10 régions, c'est vrai. Chaque région a ses spécificités, chaque région a ses problèmes. Et il est important pour l'unité de ce pays que l'État soit là pour veiller comme un système de vase communicant pour que vous n'allez pas me dire que les régions ont le même potentiel. On devrait donc avoir quelqu'un qui veille au-dessus pour que le petit surplus de chez A puisse permettre à B également de se sentir appartenir à cette nation. C'est la raison pour laquelle elle a évoqué l'attachement de certaines personnes ou alors de certaines zones à leur culture, et je partage entièrement cet avis. Donc, revenons donc sur la question qui est posée. En réalité, je peux me tromper, mais il est important que nous définissions les bases. Où se situe le problème? Vous avez évoqué dans le thème de cette émission la décentralisation, que de blocage, est-ce le fait des acteurs qui sont inaptes ou l'inaptitude des acteurs ou des institutionnels? Tout à fait. La décentralisation, le blocage. C'est ce qui a retenu mon attention. Peut-on véritablement parler de blocage? Moi, je pense qu'il est au regard de l'évolution du corpus juridique qui, de manière progressive, on a mis les lois, on est arrivé au décret de transfert depuis 2010, on a défini un certain nombre de cas de transfert depuis 2010. Il va se poser donc un problème de ressources qui devrait accompagner les transferts effectués. C'est à ce niveau où j'ai pensé pouvoir apporter une contribution. Laquelle, monsieur le maire? La contribution que je voulais apporter, c'est de dire que, avec un peu de recul, je ne voudrais pas entièrement partager l'avis de mon frère, le panéliste, pour dire que à longueur de journée, il y a des malversations assis à gauche, à droite et tout. Si la gestion était plus proche des populations, elle pourrait réagir. Mais je voudrais tout simplement dire qu'il est important que les transferts effectués par l'État soient accompagnés de ressources matérielles, humaines, immédiatement pour la réalisation, n'est-ce pas, des projets de développement socio-économique. Il paraît qu'il y en a 113. Je ne sais pas combien il y avait reçu. Oui, effectivement, les compétences sont transférées. Je peux vous dire... Vous avez les 113 compétences qui ont été transférées, pas déjà, hein. Les compétences, je le dis... C'est progressif. Les compétences sont transférées de manière progressive. Et celles qui le sont, très souvent, sont accompagnées des dotations. Là, je parle comme maire. Tout à fait. Pas comme un citoyen. En tout cas, vous êtes maire. Parce que je reçois... Oui. Je peux prendre un cas. Nous avons posé des problèmes de santé publique dans notre commune. À travers des réunions qui ont eu lieu au ministère de la Santé, l'État a décidé de nous doter de la construction de 2 centres de santé pour résoudre l'épineux problème des populations qui étaient en zone difficile, qui viennent d'avoir, n'est-ce pas, les déplacés. Je n'aime pas beaucoup. À travers le BIP? J'aime pas beaucoup, j'en viens. J'aime pas beaucoup ce mot. Nos frères des régions avoisinantes qui sont arrivés chez nous. Alors, nous avons reçu des dotations
spécial pour construire des centres de santé. À la date d'aujourd'hui, le centre de santé de Kounan est achevé et réceptionné. Je viens de procéder à la pose de la première pierre du centre de santé de Kompina. Vous pouvez vérifier. C'est l'État, ce n'est pas le fonds propre de la commune. C'est l'État qui nous a donné des dotations. Ça veut dire que l'État fonctionne. Donc, ces transferts sont faits de manière progressive et effective. Tout à fait. Voilà. Maintenant, au niveau des ressources, c'est l'épineux problème. Tous les maires revendiquent les 15%, ce qui est prévu dans le code. Oui, tout à fait, progressivement. Mais tout à l'heure, nous avons suivi que nous sommes autour de 7%. Je dis encore oui. Mais ne perdons pas de vue que ce Cameroun nous appartient. Ce Cameroun appartient aux ressortissants des régions, des 10 régions. Les ressources de ce Cameroun ne proviennent pas équitablement des 10 régions. Il faut donc quelqu'un qui est au-dessus pour envoyer un peu partout selon les besoins. Et cette personne fait exactement ça? C'est l'État. Et l'État fait exactement ça? L'État fait exactement ça, et même plus. Parce que pour des questions spécifiques, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont bénéficié d'un statut spécial. Encore là, on se pose des questions. Ce statut spécial, à quoi il s'est passé jusqu'ici? On n'a pas vu un débarquement dans la manière de faire. Quand on parle de ce statut spécial, c'est vrai qu'on a nommé, c'est comme ils ont appelé même les médiateurs de la République, mais après ça, on se pose des questions. Je ne voudrais pas vous dire, c'est l'actualité nationale. Madame le professeur peut le confirmer, il y a des plans de reconstruction de ces 2 zones qui ont été validés. Ce n'est pas un secret. Très bien. La reconstruction du Sud-Ouest et du Nord, il y a un plan dessus qui a même déjà reçu des financements. Et donc, nous allons rentrer très prochainement à la phase de reconstruction. En phase active. Très bien, monsieur le maire. On va revenir à vous. Sauf qu'on va quand même noter que la route Bamenda pose encore des problèmes jusqu'ici parce qu'on patine encore de ce côté-là. Ça fait pratiquement 3 ans que les élus locaux de cette localité-là pleurnichent même déjà, mais là, rien n'est fait. Madame, peut-être avant de suivre cet autre reportage, cette fois-ci, c'est pour que vous puissiez prendre une pause. Hein. Nous parlons là maintenant d'un conseil municipal qui vient de s'achever à Makba, dans la commune de Makba. Makba, c'est dans le Noun, à quelques kilomètres de Fomban. Et ce conseil municipal qui a bel et bien eu lieu, c'était l'examen, je crois bien, l'examen et l'adoption des comptes administratifs 2022 du maire et du receveur municipal. Je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention. Le conseil municipal de la mairie de Makba, dont les assises se sont achevées ce mercredi sous la présence du maire Dieudonné Mbouenne, a suscité une lueur d'espoir. Un conseil consacré à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs et de gestion du maire et du receveur municipal. Ainsi, au terme de 2 jours de réflexion, ponctués d'un examen minutieux des documents à leur disposition, les conseillers ont finalement approuvé dans leur immense majorité les comptes administratifs et de gestion pour l'année 2022 soumis à leurs approbations. Il s'agit précisément des recettes de l'ordre de 341 297 469 francs, des dépenses évaluées à 288 038 638 francs et comme excédent 61 658 661 francs. Sous le regard bienveillant du préfet du département du Noun, le conseil a ainsi donné quitus à l'exécutif municipal de continuer dans la même lancée en redoublant d'efforts dans le recouvrement des recettes. Quelques délibérations instruites à l'ordre du jour ont également obtenu le quitus du Conseil qui a par la même occasion félicité l'exécutif municipal pour la bonne tenue des documents. Dans le même sillage, hein, on va vous permettre de suivre également les extraits du préfet du Noun, qui s'est fait représenter par le 2e adjoint et le maire lui-même en personne. Nous allons suivre exactement le préfet du Noun, son 2e adjoint, et bel et bien Mbouenne Dieudonné, qui est le maire de la commune de Makba. Des conseils municipaux. Nous souhaitons que l'exécutif communal continue dans ce sens pour que les populations de Makba en aient le plein bénéfice. Il faut qu'ils sachent que les propos haineux sont sanctionnés
dans le code pénal camerounais et que les mesures vont être prises pour chasser toutes ces personnes qui se lancent dans le dénigrement de l'État et dans l'incitation à la rébellion et à la haine. Okay. Merci. Merci, monsieur. Que retenir, que dire? Je ne peux qu'exprimer mon sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que les différents comptes ont été adoptés à l'unanimité du Conseil. Cela prouve encore une fois de plus que la gestion au niveau de la mairie de Magba est sereine. Lorsque on sait qu'il y a à peine quelques jours, une mission de contrôle venue de la direction générale du Trésor s'est séjournée ici pendant 10 jours pour vérifier notre gestion et où nous en étions sortis la tête haute. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sortons la tête haute devant le Conseil. Nous sommes satisfaits. Cette question n'est même pas à poser. Cette question n'est pas à poser. Vous savez, la collaboration a été toujours mon levier principal. Mais simplement que parfois, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la collaboration. Ils confondent collaboration et dichotomie. Parce que les gens croient que, absolument, je ne devrais prendre aucune décision sans leur avis. Or, c'est moi le chef de la structure. C'est moi le chef de la structure. J'ai délégué les pouvoirs. J'ai délégué certains de mes pouvoirs aux adjoints. Ils les exercent librement. Ils les exercent librement et je n'y interfère pas. Encore qu'il n'est pas exclu que... Alors, la commune de Bamba qui va certainement recevoir la caravane des regards sur les communes, ça sera les 29, 30 et 31 juillet prochain à Bamba. Nous allons certainement tourner toute une émission entière. L'expérience a été connue déjà de nos téléspectateurs qui ont vécu d'ailleurs, qui ont vécu des vivres, on va dire des vivres cœurs. Ce que nous avons fait à Bonalé avec le maire, d'ailleurs, qui est ici présent parmi nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, docteur Isaac et Samet, je reviens vers vous. On va y voir. Même si le maire ne veut pas le dire, ou bien Mme Koyok, le professeur Koyok, membre du conseil régional, il préfère peut-être cacher cela, mais nous savons quand même qu'il faut reconnaître peut-être que la non-application de certaines dispositions du corpus législatif, inhérent d'ailleurs au processus de décentralisation, docteur, ne permet pas aux communes de répondre efficacement et de façon logique aux défis du développement local. Ça, c'est quand même certain. C'est vrai que c'est un fait à l'observation, mais il faut partir d'un principe simple. La décentralisation, ce n'est pas la fin de l'État. En fait, c'est l'État qui met en place la décentralisation, puisque nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Et pourquoi décentraliser l'État? Les politiques publiques nationales ne répondent pas toujours aux spécificités de la périphérie, donc des communes, des régions et autres. Voilà pourquoi l'État s'organise, puisque c'est une technique d'organisation de l'État. On parle de la décentralisation pour mieux servir les populations locales. Alors, à partir de ce moment, il faut comprendre que l'État continue à travailler de son côté et on permet aux collectivités de travailler de l'autre côté. Donc, on ne dédouane pas l'État dans son travail. L'État, au quotidien, au-delà de ses missions régaliennes, continue d'accompagner. Alors, mais docteur, si je vous comprends bien, ça veut dire que l'inertie, c'est donc logiquement au niveau des communes et des régions. L'inertie est de deux côtés, on va le voir. Pourquoi? Partons de l'élément des compétences. Quand on dit transfert de compétences, l'État n'a pas tout transféré, l'État transfère une partie de ses compétences et de ses ressources. Ça veut dire que les autres compétences continuent d'être exercées par l'État. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez le budget d'investissement public par lequel l'État vient accompagner les CTD. Mais revenons maintenant au niveau des éléments qui doivent accompagner. Vous avez parlé des textes. Je ne sais pas pourquoi les élus locaux et dont les maires continuent à s'accrocher sur les 15%. Vous n'avez rien à attendre là-bas en principe. Il faut plutôt lire cette loi-là en profondeur. Commencez même par 2004. En 2004, vous allez chercher la loi d'orientation de la décentralisation, article 25. On vous dit que les compétences qui sont transférées sont accompagnées de ressources. Et ces ressources-là sont égales
aux ressources que l'État exerçait quand l'État utilisait, lorsqu'il exerçait ces compétences-là. Donc, ce n'est pas un problème de pourcentage. Autrement dit, si l'État creusait des caniveaux au niveau des routes rurales et l'État les raclait, une fois que l'État a transféré cette compétence-là, quel est le montant d'argent que l'État utilisait pour le faire? C'est le même montant qui passe. C'est ce qui est prévu. Et c'est revenu dans le Code de 2019, dans les articles 26 et 27. Je l'avais déjà d'ailleurs indiqué au président des communes et villes unies du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi il continue à signer sur les 15%. Donc la plaidoirie devrait plutôt être au niveau du transfert égal justement aux ressources que l'État a utilisées, parce que c'est ce que la loi prévoit. Et donc, si on le fait, la question, les ressources des CTD vont augmenter. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément porte sur la question de l'unicité des caisses. Tant qu'une partie des recettes fiscales des CTD sera recouvrée par l'État, il y aura un problème, les services de l'État. Parce que justement, quand il y a un problème, l'État donne la priorité à ses actions, ce qui est logique du point de vue national. Donc, il faut permettre à ces CTD-là de recouvrer toutes les recettes fiscales qui ont été reconnues. Du côté des CTD maintenant, il faut aussi être sérieux là-bas. On ne peut pas attendre tout de l'État. Il y a des fonds propres qui sont là. Je suis très content avec le compte administratif, mais il faudrait que le maire de Makba nous dise exactement ce qu'il a fait avec les 348 millions dont j'ai entendu. Parce que, effectivement, pourquoi? Parce que le compte administratif a la particularité de vous indiquer exactement ce qui est entré comme recette et exactement ce qui a été dépensé. Et ce qui reste. Oui, il faut donc maintenant voir dans ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui a été affecté aux actions de développement, au bien-être de ces populations locales. Si vous faites donc le tour de ces 360 communes plus les 14 communautés urbaines, qu'on nous dise depuis des années, en termes de compte administratif, ce qui est fait, ce qui est sûr, il y a des choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors que les fonds sont là. Donc, on peut leur faire ce reproche. La deuxième élément, est-ce que les techniques de mobilisation de ressources, je vous ai parlé de la stratégie de développement de l'économie locale, est-ce qu'on l'applique dans les communes? Autrement dit, est-ce que les maires appellent les opérateurs économiques pour faire l'inventaire des populations qui sont dans la localité, des types de petits métiers qui peuvent être exercés en fonction de la demande qui est là, de l'offre qui est faite pour accompagner? Parce que dès que vous avez formé les populations locales, dans le cas des petits métiers qui sont là, par exemple mécanique, coiffure, les éléments qui peuvent permettre l'émergence de start-up. Une fois ces personnes formées, on les accompagne avec une industrie locale et ces mêmes personnes vont faire entrer les recettes dans les caisses de CTD. Donc je ne vois pas ça beaucoup sur le terrain. Le dernier élément peut-être, c'est celui des compétences. Vous savez que de deux côtés, qu'il s'agisse du personnel politique, du personnel administratif, le maire, lui, il est peut-être formé en finance. Vous l'avez vu très à l'aise dans ce qu'il dit. Est-ce que l'ensemble de ses collègues, l'ensemble de ses élus locaux peut présenter ces caractéristiques-là? Je ne pense pas. Il y a un problème. Au niveau du personnel non politique, vous avez des gens qui sont là, qui ne remplissent pas toutes les conditionnalités. Il le sait comment on recrute dans les CTD, c'est par affinité. Une fois que vous recrutez par affinité, vous ne regardez pas les compétences, alors qu'on est au niveau de la gestion axée sur les résultats. Vous fondez une gestion axée sur les frais et ça sera compliqué. Voilà autant de problèmes qu'on rencontre. On peut appeler ça des couacs. Ce sont ou des blocages, en tout cas. Chacun peut appeler comme il veut. Professeur Jacqueline Koyor, je reviens à vous. Je voudrais qu'on soit peut-être un peu d'accord que le retard observé très souvent dans le transfert des ressources et des moyens financiers plombe suffisamment l'implémentation de la décentralisation. En tout cas, les maires en souffrent énormément. Et là, bien entendu, il s'agit peut-être d'un processus extrêmement lent, même si vous dites que les choses ont l'air d'être comme elles sont et qu'elles vont tout droit, qu'elles vont tout doucement comme elles doivent être. Mais il y a des maires qui se plaignent. Pas seulement les maires de l'opposition, parce que vous aimez bien l'expression opposition RDPC,
Je n'aime pas trop cette expression sur ce plateau, mais je veux vous dire, les maires qui se plaignent même le plus sont ceux qui sont bien assis dans ce pouvoir. Bon, moi je me dis, je ne sais pas pourquoi les maires se plaindraient, parce que les maires avaient déjà une assise. On leur donne la chaise, mais on retient la corde. Bon, maintenant, c'est les conseillers régionaux qui sont simplement en train de s'élever. Donc, c'est eux qui ont des blocages aujourd'hui parce que les maires sont sur le terrain depuis longtemps. Et je veux simplement dire, la Constitution camerounaise dit que tout Camerounais doit se sentir Camerounais partout où il se trouve. Et je pense que l'État central joue son rôle de superviseur de tout ceci parce que toutes les régions n'ont pas les mêmes potentialités. Il faut toujours l'État pour gérer les inégalités. C'est pour cela que tous les présidents de conseils et régionaux prêtent d'abord serment pour la gouvernance. Et ils doivent agir avec équité. Et la proximité leur permet de mieux axer les actions sur la bonne gouvernance. Bon, et je me dis donc, j'ai simplement dit, nous ne pouvons pas en une année terminer tout le travail de la décentralisation. Mais je veux aussi dire que les conseils régionaux tiennent leur session une fois par trimestre. Je crois que les textes le disent. Je crois que cela est un peu respecté, mais nous savons que notre pays sort d'une grande crise. D'abord la pandémie, et puis les crises à l'extrême nord de Boko Haram, et les crises au nord-ouest et au sud-ouest. Tout cela a bouleversé le système économique du Cameroun. Donc il faut donc que les gens comprennent que les 15% qui sont prévus pour l'appui de l'État au fonctionnement des conseils régionaux, ce n'est pas en une année. On a bien précisé que c'est juste en 2025. Donc, ce mandat de 5 ans continue jusqu'en 2025. Il n'était donc pas question de sortir les 15% et donner en une année aux conseils régionaux. Donc, c'est juste en 2025. Si nous sommes déjà à 7%, ça va aller progressivement. Et par la suite, et comme il l'a dit, on n'a pas interdit aux conseils régionaux et aux communes de rechercher leurs fonds propres. Parce qu'en réalité, il y a la coopération décentralisée. J'ai travaillé pendant longtemps avec l'Union européenne. Il y a aussi une coopération décentralisée. Ça veut dire que si l'État peut avoir la coopération avec les autres États, les conseils régionaux et les communes peuvent aussi avoir des partenaires ailleurs dans le domaine décentralisé. Parce que il n'est pas interdit à une commune de faire le jumelage. Tout à fait. Et il n'est pas interdit non plus au conseil régional de faire des partenariats avec des institutions décentralisées de l'Europe et de partout. Mais ce que l'État ne veut pas, c'est que ces conseils-là continuent d'endetter l'État. Parce que l'État doit avoir sa dette soutenable. Parce que maintenant, si on donne la possibilité aux conseils et aux communes de s'endetter, ils vont continuer d'endetter l'État qui est déjà endetté à 45%. C'est pour ça que l'État encadre. Oui, et ça doit être encadré. Mais ce dont je parle, les jumelages, ce n'est pas les dettes, c'est les appuis, c'est des subventions. Et je me dis, la coopération décentralisée, même localement avec les entreprises, n'est pas une chose interdite. Le littoral, par exemple, c'est le moteur de l'économie camerounaise.
Et je pense qu'il y a tout autour du conseil régional et des communes du littoral, toutes ces entreprises qui peuvent non seulement organiser des stages pour des jeunes. Tout à fait. Absorber peut-être la main-d'œuvre. Absorber le chômage qu'il peut avoir dans la commune. Et aussi permettre la formation des jeunes aux petits métiers. Donc ça, ce n'est pas interdit. Et là, maintenant, il convient maintenant, et il revient peut-être au magistrat municipal d'avoir un peu de niaque, de courage d'aller vers ces entreprises pour leur dire... C'est ça. Et c'est là où nous parlons peut-être du laxisme de certains maires qui peut-être ont encore à prendre dans ce domaine-là. Vous faites bien de le relever d'ailleurs sur ce plateau, professeur. Achevez. Donc, il faut qu'ils aient des capacités, ils renforcent, parce que lui disait, tous les maires ne sont pas des experts financiers, mais aujourd'hui, tous les maires peuvent se former. Il y a les formations professionnelles. En 1 mois ou 2 mois, un maire peut bien améliorer ses capacités en matière de gestion. En 1 mois, 2 mois, vous pouvez être bien formé pour gérer. Oui, en matière de gestion, en tout cas, matière le maire dira ça de finances. Non, non, écoute, lui-même, il rit. Il donne les enseignements à l'université au niveau, dans des filières professionnelles. Il sait que ce que nous avons fait pour qu'il soit là. Donc, maintenant, on a besoin de professionnaliser les enseignements, même à l'université. Très bien. Donc, merci beaucoup, professeur. Et puis, je dis simplement, chaque individu, d'abord les conseillers, les conseils régionaux... Vous shootez, je vais chez Dr Doundou. Oui. Ont pour compétence transférée l'alphabétisation, la formation professionnelle. Donc, dès que les moyens permettront de le faire, c'est le domaine spécifique des conseils régionaux. Très bien, et nous allons le faire avec les communes. Très bien, professeur Jacqueline, je reviens à vous. Docteur Doundou, bon, peut-être si on voyait la chose autrement, peut-être si on prenait ce problème en amont, pour évoquer peut-être la gouvernance locale, c'est aussi un frein pour cette décentralisation. Et puis l'absence d'une fonction publique locale au sein des il y en a déjà. Voilà, on va arriver, s'il vous plaît, permettez-moi. Et surtout que les adjoints au maire n'ont pratiquement pas de charges. C'est le maire qui est content. Le jour où il est content, il dit que son premier adjoint va s'occuper de ceci. Le deuxième adjoint va s'occuper de ceci à un moment donné. Mais en une minute... Professeur, ne me coupez pas, je vous en prie. Je voudrais être très clair dans ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Et puis, pratiquement, pas de charge, on va dire. Et il y a un véritable problème de gouvernance locale qui se pose. Oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur 2 points, n'est-ce pas? Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre tout à l'heure là. Le rôle de l'État est essentiel. La décentralisation s'accompagne vraiment d'un contrôle, d'une tutelle. On a vu dans d'autres pays, que ce soit au niveau du gouvernement, le ministre de la décentralisation, que ce soit également au niveau local, le préfet, le délégué de trucs. Bon, en fait, il y a un contrôle, ça s'accompagne de contrôle. Donc là, il n'y a vraiment pas de querelle, n'est-ce pas, de positionnement entre le pouvoir central et puis les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est un premier point. Bon, le deuxième point que je voulais soulever ici, là, je voudrais revenir sur les aspects concrets. Parce qu'on a dit que la décentralisation ira à part de ceci. Non, il y a des choses qui ont été dites, n'est-ce pas? Cette loi de 2019 dit bien, par exemple, l'école, n'est-ce pas? Les centres de santé, dont M. le maire parlait tantôt. Je prends un cas simple. Monsieur le maire a 3 écoles dans son arrondissement. Les salaires sont payés depuis Yaoundé. Le paquet minimum vient de Yaoundé. L'État dit désormais, monsieur le maire a 3 écoles, on va remettre ce paquet minimum à monsieur le maire, et de même que les salaires et tout ça seront contrôlés à partir de lui. L'avantage, c'est quoi? Premièrement, depuis 1988, le dernier audit des salaires, on a révélé qu'il y avait plus de 12 000 fonctionnaires fictifs. À ce jour, personne ne peut vous dire le nombre de fonctionnaires au Cameroun. Nous savons tous, nous avons tous autour de nous quelqu'un qui est parti en vacances et puis arrivé aux États-Unis, en France, a trouvé une belle vie et est resté, n'est-ce pas? Qui va continuer à percevoir les salaires sur 2-3 ans. S'il y avait cette proximité-là, monsieur le maire arrive au centre de santé, depuis 3 jours, madame l'infirmière n'est pas en poste. Comment ça se fait? Il lance un truc, au bout d'une semaine, suspendait les salaires. Soit elle revient prendre les fonctions, soit elle est partie et puis ça fait des économies, on peut recruter. Donc, en fait, cette décentralisation-là, ce n'est pas de la magie, ce sont des choses très simples. Quand on parlait même de... on peut prendre 1000 cas, prenons le cas... Non, décidez plus des cas, évoluer oui, oui. Non, c'est pour dire que cette décentralisation-là, il y a un frein, n'est-ce pas, au niveau de l'État. Ce n'est pas un problème de moyens, non. On a dit, le professeur a bien fait dit tout à l'heure, que... oui, enfin vous aussi, que l'État
donne les moyens correspondants aux activités qui sont transférées. Je dis donc, il y a beaucoup d'activités susceptibles d'être transférées qui sont retenues et c'est ça qui explique un peu, à mon avis, ce qu'on peut appeler l'échec de la décentralisation. Bon, pour revenir à votre pertinente question, effectivement, au niveau de la gouvernance, il y a beaucoup de choses à dire. Dans les pays évolués, on a essayé de calquer un peu, n'est-ce pas, un certain nombre d'adjoints au maire en fonction de la population. Bon. Et dans ces pays-là, on essaie de faire vraiment des affectations d'office. Le premier adjoint au maire est responsable des finances dans une commune où il y a 3 adjoints. Le deuxième s'occupe des questions sociales. Ça veut dire que c'est marqué dans la Constitution. Oui, mais c'est prévu, tout est dit. Donc, avec une décentralisation... Est-ce que ça existe ici? Ça existe. Avec des pouvoirs, avec des pouvoirs, n'est-ce pas, avec une forte délégation. Donc, dans ces activités-là, le maire joue maintenant un rôle de coordination. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, le maire... C'est au petit bonheur, n'est-ce pas, de tout ça qui peut donner telle activité. Le maire est présent partout. Je l'ai vécu ici. Voilà. À 8 h, on voit le maire inaugurer tel truc. À 10 h, il est le truc. À 11 h, il est seul. Vous verrez à la télé, le maire de tout ça. J'ai vu le premier adjoint d'un maire, d'un grand maire, hein, d'un délégué du gouvernement. Il dit que c'est parfois quand on apporte la lettre d'intérim, qui sait que son patron sera absent 1 mois, 2 mois. Et ça, c'est vraiment un échec total de la gouvernance locale. Deuxième point, on a parlé tout à l'heure des effectifs, du personnel. Le Premier ministre a sorti une note, je crois, il y a une dizaine de jours, n'est-ce pas, relativement à ce problème du personnel des collectivités territoriales. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'adéquation. Donc les adéquations, hommes, postes, le nombre de tout ça. Je ne vais pas citer un cas que je connais ici, où le plus du quart de la population, c'est la police municipale. Vous voyez un peu là des gens qui, il y a beaucoup qui viennent là, qui ne foutent absolument rien. Donc, la plupart du personnel, comme monsieur a relevé tout à l'heure, bon, on les recrute comme ça, au petit bonheur, hein, de tout ça. C'est un recrutement népotique. Politique. Et par contre, donc maintenant, la municipalité paye lourdement vraiment ces inadéquations. Donc, il y a un problème d'inadéquation au niveau du personnel et également un problème d'aménagement, n'est-ce pas, de la gouvernance au niveau de l'exécutif. Avec certes, donc, ces passerelles-là que mes deux professeurs ont évoquées, la formation. Peut-être pas sur 1 mois, il y a peut-être des petites formations, des séminaires qui peuvent durer 1, 2 jours, et puis voilà. Très bien, docteur Nondo. En tout cas, nous voyons cette police municipale, parfois elle embellit les rues. On les voit quand il faut arrêter les femmes qui vendent les beignets tout autour des rues là, ou bien quand il faut arrêter les motos pour demander l'impôt libératoire, mais le génie qui est censé être le génie de propriété, je dis citoyen de propriété, on ne voit personne. Les boutiques sont fermées jusqu'à 10 h, la sanité est devant ces boutiques, la personne y est là. Et puis lorsque vous ouvrez à 9 h, on vient vous dire, monsieur, vous avez ouvert avant 10 h. C'est devenu donc ce qu'on appelle les journées de fermeture de boutiques et non les journées citoyennes de propriété. Ça devient quelque chose d'impensable. Alors, je vous suggère de suivre le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga-Ouam, dans un extrait forcément qui va vous redonner du tonus sur ce plateau. Je suis très très sûr. Alors, on va suivre le ministre avec beaucoup d'attention. Un environnement qui soit à peu près semblable pour l'ensemble d'entre elles, ça s'appelle un organigramme type. C'est-à-dire que, tenant compte de vos spécificités, vous organisez votre administration pour respecter un certain nombre de règles. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous choisissez vous-même. Les collectivités choisissent les personnels qu'elles estiment être dignes et capables de leur fournir les prestations qu'elles attendent en tant que collaborateurs. Vous devez simplement vous assurer que la totalité de vos ressources ne va pas au service du règlement de la solde de votre personnel. On vous demande de tenir à une quotité de 35% de vos revenus. Et donc, il me semble que l'organigramme étant flexible, il est à votre avantage. Le choix des personnels relevant de votre compétence, cela vous est favorable. La précaution, c'est simplement, ne faites pas en sorte que votre masse salariale vous empêche de rendre les services aux usagers que les compétences que l'État vous a transférées vous impose d'exercer. Au final, j'aurais tendance à penser qu'il y a plus de marge du côté des collectivités que du côté de l'État.
Alors, monsieur le maire, le ministre vous a trahi. Il y a plus de maires, il y a plus de marches dans les collectivités territoriales décentralisées que du côté de l'État. Ça veut dire que vous avez le pouvoir. Il faut donc prendre ce pouvoir. Je pense tout naturellement que ce que dit le ministre, c'est exact. Nous devons tout faire pour que nos ressources qui sont affectées à la solde du personnel soient respectent le quota qui est annoncé dans les tests. Je voudrais également saluer n'est-ce pas, cette affirmation qui est également prévue au niveau de l'organigramme type des personnels. Maintenant, ce qui est important, c'est que les communes doivent développer des ressources propres alors, qui vont donc permettre... Parlons de ces ressources propres. Effectivement, monsieur, oui. Je ne vous coupe pas. Mais dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez expérimenté cela? Parce que je sais que la commune de Boladia, je crois que vos ressources propres vont au-delà parfois de 600 millions de francs CFA. C'est quand même assez étonnant. Dites-nous comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ça peut servir d'école pour vos collègues et maires qui nous regardent en ce moment. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir autant d'argent? Parce que vous allez dans les mairies et disent qu'ils n'ont rien. Le personnel a 9 mois sans salaire. Et vous voyez même quelques agents qui sont dans les marchés pour faire ce qu'ils appellent le recouvrement. Ça n'arrive jamais à la mairie, ainsi de suite. Alors, dites-nous un peu. Je n'ai pas la prétention de donner un cours de management aux collègues, mais tout simplement votre je n'ai non plus la prétention d'apprendre aux maires comment développer les ressources propres. Tout à fait. Mais je voudrais tout simplement dire que quand nous sommes arrivés aux affaires, on a trouvé un compte administratif qui était autour de 380 millions. À peu près comme ce qu'on a suivi à Baba. Exactement. Nous avons étudié notre commune. Au regard du PCD, nous avons vu qu'il y a des potentialités. La première question que nous nous sommes posées, mes adjoints et moi, et je dois d'ailleurs dire que, comme les textes le prévoient, à l'heure où nous parlons, un de mes adjoints est en train de présider une importante cérémonie avec le sous-préfet quelque part. Donc, nous avons procédé à la délégation des pouvoirs conformément au test. Alors, nous nous sommes posé la question, combien de contribuables sommes-nous en réalité? Parce que vous allez vous rendre compte des boutiques communales, les loyers communaux, le marché. Non. On s'est demandé combien sommes-nous et nous avons donc élaboré le fichier des contribuables. On a recensé tous les contribuables de la commune. La deuxième chose forte, je me suis dit je vais m'amuser à jouer au Scrabble. Vous avez recensé les contribuables de la commune, vous avez vu qu'il y avait un nombre qui était caché. Effectivement, on ne peut pas... vous savez, au Cameroun, il y a des domaines réservés à certains responsables. Je ne le dévoile pas ici, mais c'est la réalité. Il faut percer cet abcès. Nous avons donc élaboré ce fichier et nous nous sommes rendus compte que certains contribuables relevaient directement des cabinets. Donc, on a recensé tout le monde. On a affecté à tout le monde un numéro, une identité. Et cela nous a donné un certain nombre, un effectif, qui, selon la loi, ce personnel ou bien cet effectif est redevable vis-à-vis de la commune. Nous avons donc procédé au recouvrement au fur et à mesure. La deuxième chose, on s'est amusé à se dire, combien de places marchandes avons-nous dans nos marchés? Et on a fait la cartographie des places marchandes dans nos marchés. Et ça nous a donné un certain nombre, un effectif considérable. Et on s'est dit, si le ticket d'une place marchande est à 200 francs et que nous avons 1352 places marchandes, tous les jours des grands marchés, nous sommes supposés attendre 1352 fois 200. Et les autres jours, un peu moins. Donc, directement, on s'est rendu compte que nos recettes, quand on a mis tout ce processus en marche, nos recettes sont parties du simple à 8.
Pour des recettes d'1,6 million par mois, on était se retrouvé à 8, 9, 10 millions. Et ce n'est pas fini. Nous avons conçu, en prélude à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols et notre plan d'urbanisme, nous avons élaboré le schéma directeur de nouveaux quartiers administratifs. Nous avons donc convoqué tous les propriétaires des terrains et nous avons procédé donc à ce traçage des quartiers, à viabiliser les nouveaux quartiers, des domaines vides. Tout le monde s'est demandé, mais certainement ce monsieur veut consommer du carburant et tout. Personne ne voyait pourquoi on le faisait. Seulement, la loi 2004 sur l'urbanisme nous donne droit à percevoir le permis de construire pour 1%. Une fois qu'on a viabilisé ces zones, nous avons négocié avec Eneo pour l'extension des réseaux. La commune a mis des points d'eau un peu partout. Les populations se sont déversées vers ces zones pour construire. Et nous sommes donc sortis pour revendiquer le permis de construire. Je peux vous donner des chiffres qui vont peut-être vous énerver. Parce que en début de notre mandature, partant de 800 000 de permis de bâtir, en 2021, nous avons pu atteindre 120 millions. Ce qui nous a fait passer d'un compte administratif que nous avons trouvé à 300 et poussières à 1 milliard et des poussières. Monsieur le maire, ça a compté ce qui a atteint dans le poste de certains individus qu'on contrôle tout ça. Je ne peux pas savoir, mais je constate tout simplement que la commune s'est portée ou se porte mieux. Nous n'attendons pas les CAC à la date d'aujourd'hui. La preuve, nous avons reçu dernièrement toutes les communes. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas de mairie d'opposition au Cameroun. Et il n'y a pas de mairie du RDPC. Parce que lorsque je regarde l'État, on signe le ministre signe un arrêté où il y a la liste de toutes les communes avec les CAC affectés et on les mobilise au fur et à mesure. Je ne vois aucun État où on dit commune de l'opposition, commune du RDPC. Nous recevons au même moment les CAC. C'est une parenthèse. Donc, au vu de tout ça, ça nous a permis, donc, dans ces 1 milliard et plus, nous avons pu atteindre 656 millions de ressources propres. Quand les CAC arrivent, on applaudit. Mais quand ça n'arrive pas, non, on évolue. On paie régulièrement les salaires. Nous avons trouvé des aérés de salaire. Aujourd'hui, notre commune paye les salaires avant même les fonctionnaires. Entre le 20 et le 22, 23, 24. Nous avons déjà payé les salaires. Ce sont donc des petits... Donc, il y a la matière. Les maires peuvent densifier les stratégies pour capter des ressources au niveau de leur collectivité sans toutefois cogner sur l'État. Nous attendons 15%. Les CAC tardent. Oui, c'est bien. Les CAC doivent être mobilisés à temps. Mais l'État n'a pas que les communes à mobiliser, à s'occuper financièrement. Il y a des problèmes sécuritaires, j'en passe. Il y a même un problème primordial que les populations peut-être n'ont pas une information suffisante là-dessus. L'État subventionne le carburant. Et c'est une masse importante qui peut faire exploser notre nation. Si on laisse libre cours tel que Madame nous dira peut-être, tel que le FMI, nos partenaires le souhaitent. Donc aujourd'hui, je dis que les communes peuvent tirer profit de la fiscalité locale pour pouvoir booster leurs ressources propres et surtout, la gouvernance locale est très importante. Pourquoi nous le disons? Tous les recrutements que nous avons faits, nous sommes passés par un appel à manifestation d'intérêt. Parce que nous voulons atteindre des objectifs, il nous faut recruter du personnel qui ont un profil. Avant nous, comme dans beaucoup de mairies, nous sommes des hommes politiques où nous devons satisfaire ceux qui nous ont accompagnés dans le processus électoral. Nous devons donc prendre des petits copains, des militants qui ont beaucoup crié pour nous dire que nous étions les plus beaux, les plus forts lorsque nous sommes arrivés, mais il faut les recruter. Mais non, nous avons pensé que on a redéployé ce qu'on a trouvé et le docteur l'a dit tout à l'heure. Vous allez voir dans plusieurs communes et même dans la nôtre, quand vous prenez l'effectif, plus de la moitié ou les 3 quarts
excusez-moi le terme, ne servent à rien. Je m'excuse pour ce terme. Non, vous avez raison, monsieur le maire. Ne servent à rien. Vous avez raison. Donc, vous allez trouver, quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé que j'avais 2 cadres, 2 agents de maîtrise, 40 agents d'exécution, avec niveau CPE et d'autres sans niveau. Que pouvez-vous véritablement faire quand vous avez 2 cadres? Vous ne pouvez pas. Donc, et ces problèmes, on a ces problèmes dans presque toutes les communes où il y a des effectifs pléthoriques, parce que les maires arrivent et se succèdent, chacun veut répartir les retombées de son élection, et du coup, il embauche, comme je l'ai dit, les militants qui ont crié fort pendant la campagne. Et qui l'ont voté aussi. Et du coup, on se retrouve donc avec ces effectifs. L'action est tombée désormais. Donc, ça freine le développement. Tout à fait. Vous allez peut-être me dire que je suis un responsable politique, mais comment je n'ai pas pu le faire? Effectivement, les demandes sont assez nombreuses. Nous nous sommes dit, nous allons développer une zone franche. Nous avons cherché les partenaires pour qu'ils viennent investir chez nous. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, cela a mordu. Donc, le flux de militants qui ont le plus crié ont été envoyés chez les partenaires. Chez les partenaires qui construisent au niveau de la commune. Et ce n'est pas dans le fichier de la commune. Donc, on a pu caser bon nombre de personnel dans des structures qui sont en train de construire chez nous. Ah bien, monsieur le maire. Voilà comment nous avons pu... Vous avez pu vous déployer. Nous déployer. Jusqu'à présent, ça porte des fruits. Peut-être que cette méthode aurait un frein dans les jours à venir, mais pour l'instant, ça porte les fruits et nous nous portons mieux. Alors, d'ici 17 minutes, forcément, nous serons partis avec le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Merci à la réalisation qui nous comprend de plus en plus. Alors, docteur Isaac Essamé, peut-être avant de revenir sur professeur Jacqueline Koyok, docteur Isaac Essamé, je reviens vers vous. Il y a quand même quelques boulots d'étranglement que j'aimerais signaler, même si nos amis de la mairie de Bonaléa ou bien de la région littorale ne parleront pas des boulots d'étranglement, mais je reste dans cette logique. On a peut-être là, vous avez peut-être le non-respect des principes de progressivité et de complémentarité dans le transfert des compétences par certaines administrations. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a encore, où est mon bon, il faut bien que je le retrouve, et il y a encore pratiquement 358 milliards destinés aux communes qui sont bloqués dans 7 ministères. Ça, c'est clair. Ça veut dire que, monsieur le maire, vous avez beaucoup d'argent dehors, là, qui ne sont pas encore arrivés dans vos communes. Alors, docteur, je parlais tout à l'heure du non-respect des principes de progressivité et de complémentarité dans le transfert des compétences par certaines administrations, la non-concomitance du transfert des compétences, bien sûr, et des ressources y afférentes, et surtout, la non-détermination de la fraction des recettes de l'État affectées annuellement à la dotation générale de la décentralisation. On sait que ça aussi à 7%, on attend 15%. Là aussi, c'est de véritables boulots d'étranglement, docteur. La non-concomitance vient du fait que, justement, les maires eux-mêmes se tirent une balle dans le pied. À partir du moment où vous réclamez 15%, les 15%, c'est dans le budget annuel. Vous voyez un peu, il y a une fraction de ce budget qui doit sortir. Si vous réclamez exactement les montants qui correspondent aux compétences transférées, vous n'aurez pas de problème. Puisque l'État a déjà ces montants-là. L'État exerce les compétences qu'il vous a transférées. Donc, si l'État vous transfère les compétences, c'est déjà avec l'agent existant. Oui. Mais si vous allez jouer le jeu de 15%, ça va se passer comme c'est en train de se passer là. Sur la question de la progressivité, mais ça c'est une porte de sortie parce que quelqu'un peut vous dire ça tout le temps, qu'on est en train de progressivement, la fonction publique locale dont on parlait. L'article 9 de la loi de 1974 qui porte organisation communale indiquait que le président va prendre un décret. On n'a rien vu. En 2004, l'article 19 est revenu là-dessus, la loi d'orientation. Il y aura une fonction publique territoriale avec le décret. On n'a pas vu. Avec la loi de 2019, c'est l'article 22 qui en parle. Donc on attend encore. Donc vous pouvez prendre comme ça progressivement et on ne voit pas quelque chose. Donc progressivement, bien sûr, mais
il faut respecter un timing. Or, le timing a été donné au niveau du transfert matériel des compétences, parce que le transfert légal, à l'heure où je vous parle, a été fait. C'est la loi qui transfère les compétences. La loi ne dit pas qu'elle va transférer. Quand on vote la loi, elle dit que les compétences sont transférées. Donc, toutes les compétences ont été transférées. Par contre, la même loi, par la dévolution réglementaire, va renvoyer aux décrets, aux arrêtés, qui ne transfèrent pas les compétences, mais qui indiquent les modalités d'exercice de ces compétences. Donc, comment est-ce qu'il faut exercer ces compétences? Au niveau des communes, je crois que le problème avait été réglé parce que les dernières compétences importantes, je crois qu'en décembre 2017, on était arrivé avec ce qui concernait la culture, la bibliothèque, en termes de transfert de ces compétences, la matière, d'indication des modalités techniques d'exercice, le décret du Premier ministre et l'arrêté du ministre concerné. Pour les régions, le professeur en parlait, on ne peut pas encore actuellement demander aux régions ou tenir rigueur. C'est encore en train de se mettre en place. C'est récemment que l'année dernière, je veux dire, le président a pris des décrets. On attend les arrêtés des ministres pour accompagner. En ce moment-là, on pourra se poser des questions. Mais au niveau des communes, en dehors, je dis bien en dehors, de nouvelles compétences qui ont été transférées par la loi de 2019, par exemple en matière économique, en dehors des 5 compétences qui existent, on a ajouté une 6e. C'est l'exploitation des substances minérales non concessibles. Ça vous rappelle le problème du maire, de Djombe Pédia, justement. Voilà, à ce niveau-là, il faut encore un décret et puis un arrêté. Or, le décret et l'arrêté ne sont pas encore là. Il y a blocage. Parce que ce décret et cet arrêté devraient indiquer les modalités d'exercice, la compétence elle-même ayant déjà été transférée. Donc, voilà un élément matériel de blocage qu'on peut avoir. Au-delà de cela, vous savez, on est aussi dans le jeu politique. Hein. Le maire ici ne peut pas tout nous dire. Ce sont des questions politiques qui ne peuvent non plus s'exposer. Il y a ce que la loi dit, il y a ce qu'on matérialise. C'est-à-dire que sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? L'aîné, par exemple, monsieur le ministre disait que les maires ont une marge, une très grande marge au niveau du recrutement. Mais il sait très bien, par exemple, pour le recrutement des cadres, il faut aussi que Yaoundé donne quand même son avis. Vous savez, s'il n'y a pas le visa de Yaoundé, vous ne pourrez pas. C'est-à-dire que vous pouvez même faire un choix, et puis à Yaoundé, on change ce choix-là. C'est déjà arrivé. Très bien. C'est déjà arrivé. Au niveau des décisionnaires, vous pouvez faire votre choix, et puis le préfet doit viser cela. Donc il peut arriver que le préfet ne soit pas content de certains, ou que lui-même ait des acteurs à intégrer, ça peut arriver. Ce n'est pas évident pour certains maires. Enfin, ceux qui veulent travailler, ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut prendre des personnes compétentes, mais très souvent, on sera exposé par le jeu politique à un personnel incompétent, mais qu'on peut toujours former, parce qu'il n'est pas interdit. Quand vous avez recruté, vous pouvez former avant, comme c'est le cas de la NASLA. Je vous ai dit, ceux qui sont sortis l'année dernière, beaucoup sont en chômage. Donc, il ne faut pas seulement dire qu'on a formé le personnel, le voilà, alors qu'on ne l'utilise pas assez. Donc, si le personnel est défaillant ou incompétent, on peut le former. Mais il y a aussi le personnel compétent qui n'arrive pas à travailler parce que les conditions ne sont pas faciles. Vous avez des maires, le maire a face à lui un bon cadre, un conseiller qui lui dit voilà comment on fait. Le maire, lui, va vous dire que mettez-moi ça de côté. Parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont là. Il peut arriver que la proposition que vous faites ne permet pas, par exemple, à un maire d'avoir une marge de liberté dans son action. Il ne va pas vous le dire. Et s'il se rend compte qu'il n'y a pas un intérêt, il ne va pas mener cette action-là. Donc, on a
de nombreux cas comme ça sur le terrain qu'on peut relever. Alors, docteur Isaac Essamé, je parlais tout à l'heure de la dotation générale à la décentralisation, c'était de 7% en 2021. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil national de la décentralisation qui a siégé, je crois, le 17 juin de l'année 2021. Et là, on apprend aussi que cet argent, cette enveloppe, était pratiquement de 237,7 milliards affectés aux régions, aux communes en 2021, ce qui est nettement en baisse parce qu'on est parti de 590 milliards à 237,7 milliards de francs CFA. Ça veut dire que là encore, on ne fait que durcir encore les conditions de travail de nos amis maires, de nos amis conseillers. Mais là, il faut distinguer ce qui est allé au niveau des régions, de ce qui est allé au niveau des communes. La seule bonne nouvelle, c'est que le BIP, cette fois-ci, a tout au moins subi quelques augmentations au niveau du taux d'exécution physique. On est passé pratiquement de 80% à 88,54%. On peut quand même applaudir que cet argent n'a pas le BIP, c'est encore l'État. Le BIP, c'est encore l'État. Tout à fait. Alors, et donc, pour un montant de 99,25 milliards de francs CFA, permettez-moi de revenir vers le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Peut-être, nous allons encore suivre cet extrait, forcément, qui va vous permettre aussi, non seulement de réagir sur ce plateau, ça sera forcément pour la dernière fois, nous sommes en train de sortir. On y va, on va suivre avec beaucoup d'attention. Je voudrais que les élus locaux, tant ceux qui sont des élus conseillers que ceux qui sont en activité dans les exécutifs, qu'ils considèrent que la politique publique de la décentralisation qui a cours dans notre pays émane de la volonté politique de M. le Président de la République, maintes fois répétée et réitérée. Que l'administration y dédiée travaille d'arrache-pied pour que celle-ci soit une réalité et que surtout les collectivités prennent à bras le corps les responsabilités qui sont les leurs. Le gouvernement se tient à leur côté et leur apporte tout l'appui qu'il faut. Des réunions vont se tenir avec eux au cours desquelles nous veillerons à ce que les problèmes qui jusqu'à présent empêchent la bonne exécution de cette politique publique soient résolus. C'est notre engagement. Alors, vous aurez chacun 2 minutes. Hein. Nous sommes le temps, malheureusement, et ça en est allé très vite. Là, on n'a pas vu passer ce temps. Alors, professeur Jacqueline Koyok, on va dire maintenant, on va répondre à cette question. Goulot d'étranglement, que de goulot d'étranglement ou d'inactivité de nos acteurs de la décentralisation ou tout simplement les deux? Bon, il existe quand même certains goulots d'étranglement. Parce qu'au niveau des conseils régionaux, plusieurs compétences ont été transférées, mais les conseils attendent le cahier de charges. Même, il a dit tout à l'heure, on a déjà recruté, non, parce que nous avons étudié, adapté l'organigramme, mais les organigrammes sont allés au ministère de tutelle. Mais tant que les organigrammes ne sont pas revenus, les conseils régionaux ne peuvent pas recruter. Donc, on attend donc le retour de ces organigrammes. On attend également les cahiers de charges. On attend également les ressources qui doivent accompagner les transferts. Parce que chaque conseil, nous, au niveau du littoral, nous avons 4 commissions et on donne la possibilité au président du conseil régional et son exécutif d'en créer d'autres. Donc, les compétences rentrent dans des commissions parce que nous sommes 90 dans le littoral et chaque commission peut donc avoir une vingtaine de personnes. Mais il est permis au président de pouvoir en créer s'il désire le faire. Merci beaucoup, professeur Jacqueline Koyok. Docteur Ndondo, votre mot de fin. On est dans ce registre de goulot d'étranglement, de l'inactivité de nos acteurs ou tout simplement les deux. Oui, mais je suis parfaitement d'accord avec son excellence, monsieur le ministre, quand il dit que la décentralisation émane vraiment d'une volonté positive du chef de l'État. C'est vrai, il peut y avoir une volonté positive, mais sur le terrain, on relève quand même pas mal de pesanteur. Bon, il faut dire aussi que la conjoncture, n'est-ce pas, avec les problèmes de sécurité,
Et les problèmes de Covid, comme le professeur l'a relevé tantôt, sont des réalités qui freinent un peu. Mais je voudrais dire ici, là, qu'il y a un problème même d'acception, de compréhension de ce que c'est que la décentralisation. Parce que, par exemple, on a parlé des centres de santé, on a parlé des écoles, il y a beaucoup de petits domaines comme ça que l'État continue d'assumer. Mais je dis, il lui a fallu juste transférer, n'est-ce pas, les moyens correspondants et dire désormais, c'est le maire qui contrôle cela et pour une meilleure gestion, pour une amélioration vraiment de la gouvernance. Voilà un peu ce que je pense. Je dis, il y a effectivement de petits blocages au niveau interne. L'État également a son mea culpa et il y a effectivement beaucoup de choses à faire pour faire avancer cette décentralisation dont l'État n'a rien à redouter. Vraiment rien à redouter. Au contraire. Docteur Isaac Essamer, nous allons garder la fin pour Monsieur le maire. Docteur Isaac Essamer, votre conclusion. Oui, je disais tantôt que les régions sont accompagnées actuellement pour certaines comme au sud. Il y a des gens qui ont été recrutés là pour accompagner le président du conseil régional au service de l'informatique, par exemple. On a recruté les gens. C'est ce que je disais donc tout à l'heure qu'il y a mieux, parce que vous avez dit qu'il fallait attendre l'organigramme. Bien sûr, pour l'ensemble. Tout à fait. Ici, c'est vrai que la politique du chef de l'État, c'est dans son projet politique. Ça, c'est clair. Depuis 1987, vous lisez pour le libéralisme communautaire, tout y est. Et lui aussi avait parlé, au fur et à mesure, progressivement, les choses devaient se faire. Seulement, ça a pris du retard. Et au regard des difficultés que présente le pays, il y a eu les questions de sécurité et sanitaire. On ne sait pas ce qui viendra demain. Donc, à force de renvoyer ou retarder un certain nombre d'actions, ça peut se compliquer. Voilà pourquoi je demande souvent d'aller beaucoup plus vite. Et n'oublions pas, ce que les CTD font, c'est toujours pour l'État. En réalité, les CTD sont au service de l'État. Donc, toutes les actions à mener sont dans l'actif de l'État. Donc, il faut donner assez de moyens à ce CTD-là de travailler, de rompre avec l'unicité de caisse, de rompre avec beaucoup de pesanteur quand il faut à chaque fois aller à Yaoundé et d'être beaucoup plus sérieux au niveau de la gestion dans nos communes, parce qu'on parle beaucoup, mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Merci beaucoup, docteur Isaac Essamer. Monsieur le maire, Ernest Pokor, maire de la commune de Moulanéa, vous avez l'honneur d'avoir le mot de fin de cette émission, monsieur le maire. Alors, on va dire, la décentralisation, pratiquement, elle est sur la bonne pente. Oui, je peux l'affirmer que la décentralisation est effective dans notre pays. C'est une volonté du chef de l'État, comme on l'a martelé. C'est vrai, elle se fait de manière progressive, à pas mesurés, sagement et avec prudence. Le ministre a évoqué tout à l'heure, notre ministre de tutelle a évoqué que les CTD puissent prendre leurs responsabilités. Je souscris entièrement à cela. Parlant des recrutements, la loi dit que les CTD recrutent et gèrent librement le personnel. Je recrute. Le Code du travail dit qu'on fait un engagement à l'essai. Si l'essai est concluant, je titularise. Et quand j'ai titularisé, j'envoie, je soumets pour la catégorie des agents le contrat. Il n'est pas dit que la décision d'engagement à l'essai émane d'un préfet ou du ministre. C'est le contrat qui doit avoir le visa. Le contrat vient à la fin du processus lorsque l'agent est titularisé dans la commune. Donc je voulais apporter ce petit élément pour dire que ce n'est pas un frein, le recrutement au niveau de CTD, parce qu'il est encadré. Donc les contrats sont soumis à qui de droit en fonction des catégories socio-professionnelles. Et pour terminer, je voudrais évoquer ici, parlant de l'unicité des caisses, que ce process, s'il arrive à terme sur le papier, il est savamment monté. Mais c'est dans la pratique qu'il faudrait voir un peu clair. En 30 secondes, je dirais tout simplement que l'unicité des caisses peut être même un levier pour permettre aux comptables publics d'accéder directement à ces ressources sans qu'on ne lui présente la copine ou le grand frère de la copine d'un TPG ou le cousin de n'importe qui
comme facilitateur afin de laisser quelques plumes au passage pour avoir accès à ces ressources. Cela se fait, puisque cela se dit. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore eu à faire face à ce genre de situation. On espère qu'on demeurera dans ce couloir de collaboration saine entre les responsables du MINFI et notre commune. Très bien. En tout cas, c'est l'espèce financier qui parle là. Merci beaucoup, monsieur le maire de la commune de Bonalia, Ernest Poko. Madame, monsieur, vous l'avez compris, nous avons fait pratiquement le tour de l'horloge. Nous allons remercier nos panélistes, docteur Jean Noundou, juriste d'entreprise, expert judiciaire en management, expert en communication publique. Docteur, merci d'être passé sur ce plateau. En tout cas, vous êtes déjà connu des téléspectateurs de Regard sur les communes. Docteur Isaac Issamé, politologue, administrateur des collectivités territoriales décentralisées, enseignant des universités. Docteur, ce fut avec beaucoup de plaisir que nous avons échangé ce soir. Moi qui vous Venez quand vous pouvez avoir le temps, docteur, s'il vous plaît. Professeur Jacqueline Koyok, sociologue, professeur titulaire des universités, membre du Conseil régional littoral. Elle a été dans les toutes premières émissions de ce Regard sur les communes. Elle nous rend encore visite ce soir. Merci beaucoup, professeur Jacqueline Koyok. Et Ernest Pokor, expert financier, maire de la commune de Bonalia. J'espère que vous prendrez bien la route pour retrouver votre Bonalia tranquillement. Tout naturellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le maire, nous n'avons malheureusement pas pu avoir Joseph Maï pour des raisons de connexion. Chercheur, directeur du bureau d'études et pour le développement local et rural. Ça sera pour une autre fois. Madame, monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention. Ce fut par la réalisation de Brighton Junior, accompagné bien sûr de notre ami Dean pour les prises de vue. Merci aussi à toutes ces équipes techniques coordonnées bien sûr par Samuel et notre ami Fernand Bondon. Ils étaient là tous pour la grande artillerie. Madame, monsieur, retrouvons-nous forcément la semaine prochaine pour une autre thématique. Mais retrouvez ce programme en rediffusion durant tout le week-end. D'ici là, portez-vous bien.